Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous voyez, ça y est, on y arrive. Le Vieux Monde, donc le nouveau jeu de rôle basé sur cette fois Warhammer, mais Warhammer à l'époque, donc pour le nouveau jeu de figurines, on rappelle l'histoire, il y avait le Vieux Monde qui était Warhammer Fantasy a fini avec End Times qui était bref, les Skaven ont gagné, on va dire. Et ensuite, il y a eu l'idée de faire Age of Sigmar, qui était une continuation dans une sorte de multivers, mais beaucoup plus héroïque, beaucoup plus archétypal, hein, qui était un bon jeu en fait. Donc il y a un jeu de figurines auquel j'ai pas joué, je suis pas très jeu de figurines. Puis ils ont fait un jeu de rôle qui était plutôt pas dégueulasse, qui continue d'ailleurs, mais qui est un peu le parent pauvre du reste de chez Cubicle 7 des gammes Games Workshop, puisque la personne qui s'en occupait est partie. Et c'est un peu dommage. Et vu l'entrain que ça avait provoqué, plutôt la frustration provoquée par la disparition de Warhammer Fantasy, Games Workshop est revenu avec The Old World, qui est une ressucée en figurine, mais qui se passe plus tôt, donc qui se passe à l'époque des Trois Empereurs. Donc on rappelle, les Trois Empereurs, c'est au firmament, un ou deux siècles après la victoire contre les comtes vampires. Tous les humains se sentent pupissés, l'Empire devient délétère, parce que chaque comte électeur se dit bah, pourquoi pas moi. Et donc il y a des sessions, il y a trois empereurs qui chacun se réclament à l'aspiration de la couronne des empereurs à Aldorf. Et donc on est encore à un moment, donc, après arrivera le chaos, après arrivera Magnus le Pieux, la grande guerre contre le chaos, c'est pas encore le cas. Ce qui veut dire qu'il y a deux changements notables. Le premier, c'est que, un, donc il y a trois empereurs techniquement, donc l'empire est complètement divisé. Et deux, les magiciens, par exemple, n'ont pas d'école de magie, n'ont pas de vent de magie. Donc la magie n'a pas été institutionnalisée par les elfes qui ont tenu filer un coup de main à Magnus le Pieux. Donc on est encore sur de la magie non seulement, disons, plus chaotique, enfin pas tellement plus, mais moins ordonnée, il n'y a pas de magie de couleur, je vais expliquer un petit peu ça au fil de l'eau. Et donc, Cubicle 7 ou Games Workshop, ou les deux en même temps, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, a décidé de faire un jeu de rôle. Ça a beaucoup fait gueuler, pour plusieurs raisons, c'est que les gens pensent, alors je ne sais pas encore une fois, c'est possible ou pas, que le fait qu'il y ait un nouveau jeu de rôle qui sorte, supplémentaire dans l'univers de Warhammer, peut impacter la quantité de travail disponible. C'est-à-dire qu'on va allouer des ressources qui étaient présentes sur Warhammer V4, sur le The Old World, donc le nouveau jeu de rôle. Je saurais jamais, j'en ai aucune idée, et très honnêtement, c'est peut-être le jeu, mais je pense pas, parce que en fait, je pense qu'il y a un entonnoir qui est clair, c'est-à-dire ils commissionnent des freelances pour écrire les textes, pour faire les dessins et compagnie, mais après l'entonnoir il se situe au niveau des gens qui vont faire la relecture, de la distribution des bons à tirer et compagnie, mais en tout cas, ça avait été annoncé il y a un an, si je dis pas de bêtises, donc ça sort un an plus tard, c'est pas dégueulasse quand même. Donc on va voir un peu ce qu'il y a sous le capot, il y a deux bouquins. Il y a un guide du joueur et un guide du maître. Je n'ai reçu que le guide du joueur pour l'instant en PDF. Le guide du maître sortira à la fin juillet, on en reparlera à ce moment-là. Mais normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer là-dedans et on va regarder un peu tout ça ensemble. Donc déjà, on voit tout de suite la grande différence est affichée directement puisqu'on vous dit c'est pas Grim and Perilous, qui est le mot, enfin qui est la proverbe, le sous-titre général de Warhammer V4, c'est Grim and Glorious. Donc c'est à la fois, voilà, c'est un univers qui va être à la fois tragique, grandiloquent, mais avec un caractère épique qui est beaucoup plus assumé, qu'on peut voir directement sur la couverture, avec une chevalière errante bretonnienne, des magiciens. Donc ça c'est pas un prêtre, c'est pas un magicien marron en fait, c'est pas encore un magicien d'ambre, mais c'est une sorte de magicien, ce qu'on explique qui s'appelle les Edge Wizards, donc c'est les sorciers sauvages qui ont un aspect beaucoup plus appréciable et apprécié dans la région où on va jouer, puisque le jeu ne se situe plus dans le Reichland, mais à Talagad, dans la région en fait, de Talabheim, qui est un chouette renvoi, je trouve, à la V2. Donc on va sans commune mesure commencer. Donc déjà vous pouvez voir que la mise en page est un peu différente. Elle me rappelle beaucoup. Les textes sont en bleu, enfin les titres sont en bleu, et ça me rappelle, même si c'est très formalisé sur ce qui a été fait en V4, ça me rappelle beaucoup la V3 en fait, avec le côté faux parchemin qu'on va voir tout de suite. On commence évidemment comme dans la V4 avec une espèce de grande planche de dessin qui vous sert d'intro pour le monde. On voit que niveau technologique on n'est pas si différent, hein, ça reste. Les illustrations sont très très belles et constituent essentiellement la grande introduction au ce jeu. L'idée c'est de passer à Talagad. Donc Talagad, c'est, rappelez-vous, c'est le port qui est juste en contrebas de Talabheim. Talabheim étant lui-même donc l'œil de Tal, c'est la place forte à la fois du comte électeur, donc du duc de Talabheim, qui est l'un des prétendants au trône,
et aussi du culte de Taal. Donc ça c'est marrant, il y a vraiment on est plus sur un mode, comme je dis, ça défouraille sec. Et là on a les deux exemples de magiciens, donc plus ou moins nécromancien contre le Edge Wizard, donc l'espèce de sorcier sauvage. Et on arrive donc sur l'introduction qui va vous donner un bref, enfin, vraiment c'est vraiment une toute petite introduction sur qu'est-ce que le vieux monde, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pouvez affronter, c'est assez standard. Euh, Très succinctement, on va y aller étape par étape avec la création de perso, les règles, la magie. Alors d'abord, la grande différence, l'immense différence, c'est le système. Et c'est ça qui va vous convaincre, ou au contraire, je pense peut-être ne pas vous convaincre d'acheter ce jeu, puisque l'essentiel, c'est vraiment le système qui nous intéresse. Donc, on dit au revoir au dessin, et on passe au D10. Le principe est le suivant, vous avez une caractéristique, par exemple la force, et vous avez une compétence, comme ce qu'ils appellent le toil, donc c'est le travail de force, donc c'est un travail de force sur la longueur. À l'inverse de l'épreuve de force comme l'haltérophilie, il faut juste soulever un truc 5 secondes. Vous avez par exemple en toil, vous allez avoir 5. Donc vous êtes super compétent, les compétences généralement vont à 7 maximum. Et dans votre caractère de force, vous avez 3. Donc ça veut dire que vous lancez 3 dés et il faut que vous fassiez 5 ou en dessous pour réussir, avec un dé. Si vous réussissez, si vous avez 5 ou moins sur plus d'un dé, c'est super, en fait, ça veut dire des colorations qui sont des bonus en fait pour améliorer votre jet, qui peuvent le rendre, je sais pas, par exemple, vous réussissez tellement bien que vous impressionnez les personnes à côté de vous, ou ça vous fait de l'argent, ou un bonus social, j'en sais rien. Et évidemment, à l'inverse, si vous faites des échecs, ça va aller de mal en pis. Sachant qu'il y a un truc assez subtil quand même à savoir, qui vous disent pas parce qu'ils sont chaque fois au tout début, c'est que si vous réussissez juste, donc si vous avez juste un succès, vous réussissez, mais il y a une contrepartie. Donc il y a une problématique, il y a un petit souci supplémentaire. Mais vous avez réussi, mais par contre, c'est pas parfait. Peut-être que vous avez cassé votre épée, peut-être que machin, vous avez cassé le dos dans l'épreuve de force. Donc ça, c'est la base. On va le voir très vite, ça va être expliqué, mais il vous le donne tout de suite. Donc on est sur du D10. Il faut faire en dessous de la compétence ou égal à la compétence, et on lance autant de dés qu'on a dans la caractéristique. Ensuite, donc la création de perso, vous connaissez, on choisit une origine, on choisit une carrière, on choisit des contacts, donc ça c'est nouveau, on met un petit peu le coup de finesse avec des bonus, et on lance l'histoire avec le Grim Portent. Donc, Grim Portent, c'est le sombre présage, on va y revenir tout de suite. Donc on retrouve toujours nos origines, qui sont les races, donc nous avons les nains, les elfes, les halflins et les humains. Tout de suite, vous voyez qu'ils ont des statistiques qui sont pas si étendues que ça. En gros, les nains, ils ont un gros truc qui... essentiellement, donc les humains, ils ont des 2 et des 3 partout. Et c'est essentiellement ce qui va se retrouver, à part chez les elfes et les nains, qui vont avoir des caractéristiques... Les elfes ont un peu des caractéristiques plus fortes. Les nains, ils ont un 4 toughness, donc en endurance. Mais par contre, il y a les points de destin qui vont avec. On notera que point de destin, maintenant, c'est une caractéristique. Ça c'est intéressant. On peut pas l'améliorer, mais à la création, en fait, on peut mettre des points supplémentaires dedans. Je trouve ça assez rigolo. On en reparlera des points de destin. Et il n'y a plus d'autres monnaies, de méta-monnaies, en fait, de méta-currency. Donc les points comme des points bonus, enfin des points que vous pouvez utiliser pour avoir des effets spéciaux. Il n'y a plus que les points de destin qui reviennent un peu à la base. Au niveau des origines, ils ont juste rajouté les Bretoniens qui ont un rôle un peu plus important, en tout cas dans ce setting à ce moment-là. Bon, les caractéristiques, vous les connaissez, c'est en gros compétences d'armes, compétences de tir, force, endurance, initiative, agilité, raison. Donc vous allez comprendre tout, mais c'est la raison, c'est à la fois la magie et l'intellect, et fellowship, donc la sociabilité, et le point de destin. Donc à chaque fois, vous pouvez aussi tirer au hasard. Si vous tirez au hasard, ça vous donne un point d'XP. Ça vous semble pas énorme, mais c'est assez important. Et là, vous avez la feuille. C'est là où tout de suite, vous voyez un peu le délire. Donc, en gros, vous avez vos caracs. De chacune des caracs dépendent des compétences. Les compétences ont généralement ont un niveau qui vous est attribué de base, et après des évolutions par rapport à votre origine et éventuellement votre carrière. Donc je crois de base, si je dis pas de bêtises, que toutes les compétences, donc elles sont dérivées. Donc vous avez vraiment... En fait, il y a 2 compétences par caractéristique. Donc il n'y a que 14 compétences, ce qui n'est pas énorme, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc l'idée essentielle est là, c'est que vos caractéristiques elle va être à 2, elle va être à 3 ou 4 éventuellement à la création.
Vos compétences, elles vont être à 2 partout, si je ne dis pas de bêtises. Vous aurez des améliorations et des modifications selon que vous soyez elfe, humain et compagnie. Ensuite, vous aurez donc les points de destin, on va en reparler, de l'XP, la vitesse. Le principe de l'XP, c'est que pour monter une caractéristique, il faut que vous payiez le niveau que vous voulez atteindre. Donc si par exemple vous voulez passer de 3 à 4, il faut que vous payiez 4 points d'expérience. Donc avoir un point d'expérience à chaque fois qu'on fait un jet aléatoire sur la création, c'est pas si mal. Les lores, donc c'est les savoirs, donc c'est des compétences de spécialité, qui sont en fait juste qui sont pas des compétences en soi, mais qui sont des acquis, on va en reparler, mais qui vous permettent en fait d'avoir des bonus sur certains jets. Parce que le crux du système, en fait, c'est que je vous ai dit, bon bah ok, il faut réussir son dé, faire en dessous de sa compétence, faire en dessous égal à sa compétence, mais il y a des pénalités, enfin, pouvoir avoir des bonus ou des malus qui vont s'appliquer selon la situation. Évidemment, c'est plus intéressant d'avoir des bonus. Comme dans Dragonbane, il faut avoir des avantages et des malus, et là, ça se fait notamment avec les savoirs. Les savoirs ont cette compétence. Grosso modo, si vous avez un savoir en arme à feu, donc en black powder, arme noire, vous pourrez l'utiliser, enfin, c'est à vous de monnayer, mais vous pouvez en parler au MJ en disant, bah écoute, moi je peux avoir un bonus pour tirer, je peux avoir un bonus pour recharger mon arme, parce que j'ai ces savoirs-là. Les talents, ça change pas. Ils sont un peu plus simples au niveau des... Il y en a moins, ils sont plus simples, et ils ont pas mal de prérequis en général, mais en gros, c'est une règle bonus et une entorse à la règle générale qui vous fait un petit bonus. L'argent, donc ça c'est rigolo, ils ont un peu changé le système. Donc le statut maintenant, vous êtes soit, il n'y a plus de 1, 2, 3, 4, 5, c'est soit vous êtes cuivre, soit vous êtes argent, soit vous êtes or. Point. Ensuite, l'argent, vous pouvez avoir grosso modo 5 pièces par niveau, et l'idée c'est qu'on s'emmerde plus. Chaque pièce, les armes et les équipements ont un coût, c'est juste, le coût il est argent, or ou cuivre. Donc en gros, si vous avez 5 coches en argent, vous pouvez faire 5 dépenses de niveau argent. Et si vous faites des dépenses niveau cuivre, on s'en fiche, on les compte même pas. Donc évidemment, noble devient super chouette, parce que si vous avez de l'or, ça veut dire que toutes les dépenses qui sont argent ou cuivre, vous en fichez complètement. Complètement. Et évidemment, à chaque fois qu'il y aura des pauses de l'aventure, à la fin de chaque aventure, on reset l'argent. Bon, vous connaissez un peu la chanson, mais c'est vraiment tout de suite, on voit en fait la volonté d'épurer le système. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, notamment au niveau de la gestion de l'argent et du statut. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour les compétences, c'est rigolo, on va en reparler, mais vous voyez qu'il y a un downtime improvement, parce que les compétences, vous ne pouvez plus les augmenter à coup d'XP. Les compétences, c'est comme dans le système Chaosium, tiens, comme c'est bizarre. À chaque fois que vous ratez un jet sur une compétence, vous cochez en face de vous cochez l'échec, et quand vous avez plus de coches que le niveau de votre compétence, donc par exemple si vous aviez 2 en mêlée et vous avez raté 3 jets de mêlée, la prochaine fois que vous irez vous poser, vous pourrez faire une endeavor, donc une missive, une petite requête à personnel pour augmenter cette compétence. Donc c'est exactement comme dans l'appel de Cthulhu, et vous imaginez bien que s'il y a 6 coches, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà du niveau 6, si je ne dis pas de bêtises, du 6 ou 7, je ne sais plus. Faut que je revoie ça. Donc bon, les armes, les objets, les blessures. Et vous voyez qu'il n'y a plus de localisation. En fait, l'armure, elle est globale, elle est sur tout le corps. C'est une armure légère, une armure lourde, avec des pets qui vous filent des pénalités. Et les blessures, on va en reparler. Et les contacts, donc les trappings, c'est les objets. Assets, c'est des objets, mais un peu lourds. Donc ça peut être, quand je dis objet lourd, ça peut être un pub. Donc ça reste très lourd. Et les contacts, on va en reparler, mais en gros, c'est des contacts qu'on vous donne sur comme dans le système White Wolf, c'est des alliés. Donc c'est 2 personnes que vous définissez qui sont assez importantes par rapport à vous. Elles peuvent avoir une relation positive ou négative avec vous, mais elles sont censées être des points de contact pour aider votre personnage. Bon, la magie, on va pas trop en reparler. Tac, 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 le Grim Portent, etc. Bon, après, c'est plus des petits trucs supplémentaires, c'est pas hyper intéressant. On va continuer. Donc, les origines, vous avez les Brétoniens, les nains, vous connaissez, les humains de long, les impériaux, les halflings et les hauts elfes. Et là, on va avoir un truc assez récurrent qui, moi, particulièrement m'agace, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, ils n'avaient pas trop le choix. Il y a beaucoup de réutilisation d'illustrations. Alors là, vous ne le voyez pas forcément, mais ça, c'est un elfe qui est présent dans le guide du joueur d'Ultan, par exemple, le guide des hauts elfes. Lui, vous le connaissez, c'est l'elfe des bois qui est présent dans le bouquin de base. Bon, bref, voilà, passons. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que chaque origine doit vous donner une sorte de kit qui va inclure 2 talents que vous connaissez essentiellement,
Chacun des talents peut, pas pour tout le monde et pour certains d'entre eux, peut être swappé à tout moment. Avec, si vous tombez sur vous lancez 2d10, et il y a un talent qui ne vous intéresse pas, par exemple, avoir un estomac en acier, vous en foutez. Vous pouvez dire, bah, je ne le prends pas, et à la place, je prends le talent, entre parenthèses, officiel de mon origine. Donc là, c'est lié par l'honneur. Pour les nains, c'est la résistance magique, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que la résistance magique est plus de base sur les nains, en fait. C'est un talent qu'il faut acquérir. Donc ça vous permet aussi à chaque fois d'augmenter, une fois que vous avez pris vos talents, ça augmente des compétences, que vous montez de 2 à 3. Vous avez des lores, donc des savoirs qui vous sont donnés, logique par rapport à votre ancêtre, et vous avez des points de destin qui vous sont attribués. Donc ça vous comprenez, c'est pas hyper compliqué en soi. Ensuite on arrive aux carrières. Et les carrières, c'est un peu différent d'avant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc les carrières, il y en a une trentaine. Elles ont eu 2 changements. Le premier changement, donc vous voyez, encore une fois, il y a pas mal d'utilisations. Le premier changement, c'est qu'il n'y a plus de niveau. C'est-à-dire que vous prenez la carrière, c'est fait, tac, vous n'aurez plus de niveau. La carrière vous offre plusieurs choses. Déjà, elle vous donne des caractéristiques qui seront moins chères à monter, ce qu'on appelle les caractéristiques favorites. Donc là, pour l'apothicaire, c'est la force, l'initiative et la raison. Ça veut dire que par exemple, si je veux passer ma force de 3 à 4, ça ne me coûtera pas 4 points d'XP, ça me coûtera 3 points d'XP. C'est peut-être un détail pour vous, mais sur le long terme, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, ça vous donne automatiquement un bonus dans cette compétence. Des savoirs que vous pouvez prendre et après acheter supplémentaires, des objets, donc c'est toujours le même système. Hein. Pour commencer la carrière, techniquement, vous êtes censé avoir les objets, patati patachmol. Ça vous donne des atouts, alors ça c'est intéressant, donc comme je disais, c'est des espèces de gros objets. Donc là, en l'occurrence, pour l'apothicaire, soit c'est un laboratoire, soit c'est une brasserie, soit c'est un magasin. Et des contacts, donc on vous donne des zones dans lesquelles, enfin en tout cas des strates sociales dans lesquelles vous pouvez récupérer des contacts. Et enfin, il y a le talent de carrière qui est automatique, qui est une sorte de super talent qui est uniquement lié à votre carrière. Donc là, par exemple, en gros, c'est du MacGyverisme, mais avec les plantes. Et on est un peu toujours sur ce système-là, avec... Je vais reparler de la deuxième chose. On voit donc, comme je disais, c'est qu'il y a 2 types de magiciens maintenant. Il y a les magiciens, disons, arcaniques, et les sorciers sauvages. Les magiciens arcaniques, donc c'est ce qui se rapproche le plus du magicien standard qui va arriver, c'est des magiciens qui ont décidé de se syndicaliser, entre parenthèses, non, je déconne. En gros, c'est les magiciens qui essayent d'utiliser des grimoires, de lire, et qui mettent un semblant de cohérence de langage commun pour faire de la magie. Alors chacun est unique, évidemment, et surtout, techniquement, la sorcellerie est toujours taboue et interdite à Talabheim, dans le Talabek et en général dans l'Empire. Donc l'idée, il y a 2 choses, c'est que, vous pouvez faire partie, il y a notamment une guilde qui s'appelle l'Exen Guild, donc la guilde des sorciers, quoi, pour aller vite, qui peut vous protéger et qui peut vous mettre en situation légitime. Et situation légitime, ça veut dire bosser pour quelqu'un de très puissant, souvent un duc ou un baron, et notamment le duc de Talabheim. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, ça vous forçait quelque part au niveau de votre historique de personnage à rouler pour quelqu'un, mais au moins vous embêtez plus avec les problèmes. Alors ça pourra toujours poser des problèmes dans les villages, avec les répurgateurs et compagnie, mais c'est grosso modo l'idée. Et vous allez comprendre très vite, mais c'est plus du tout donc on manipule toujours les vents de magie, mais on est revenu au lore, donc tout est appelé lore ici, donc au savoir en fait, au domaine magique de la première édition. Donc il y a magie de bataille, nécromancie et compagnie. On va en reparler. Et j'aime beaucoup cette illustration. C'est ça qui est dommage, c'est que les nouvelles illustrations sont superbes, sont vraiment très très bien. Mais il y a tellement, quand je tombe sur les vieilles, je suis un peu là genre, quand même, ça pique quoi. Ça pique on sait que ça a un peu gratté, mon l'artisan. Et donc ce que je vous disais aussi, c'est que le deuxième changement, c'est qu'il y a que 30 carrières, d'accord? Sur 30 carrières, il y en a à peu près 8 qui sont exclusives. Donc ça va être le chevalier errant bretonien, ça va être, je sais pas, l'éclaireur, elfe des bois, et j'en passe et compagnie. Donc en fait, il y a une fusion de la majorité des compétences. C'est-à-dire qu'il y a une compétence, il y a une carrière d'érudit, il y a une carrière de marin, il y a une carrière de, je sais pas moi, de noble, et ça s'arrête là, quoi. Donc c'est vraiment... parce qu'il y en a que 30 en fait, donc ils n'ont pas le choix, ils ont vraiment fusionné des choses. Et à côté, ils ont fait des trucs un peu rigolos, donc un peu exclusifs, comme donc le garde des brasseries, pour les nains. Je continue, bon, le brigand, ce qui va regrouper tous les hors-la-loi. Le charlatan, dont ils ont repris l'illustration du prêtre de Ranald. D'ailleurs, on le voit, il fait littéralement le signe de Ranald.
Le courtier, qui est la reprise de l'esthéticienne qui était la Valérie Damido elfique, l'ingénieur, donc ça vous connaissez, l'entertainer, donc Edge Wizard, ce que je disais, c'est sorcier sauvage, donc c'est l'autre type de magicien, c'est-à-dire que techniquement ils sont aussi hors la loi, mais ils sont, puisque vous jouez à Talabaim, ils sont très très bien acceptés. En fait, ils sont très très bien acceptés, notamment par les comme rebouteux dans les villages et par les talistes, ce qui ne veut pas que dire. Donc le chevalier, évidemment. Le chevalier exilé, c'est là où je vous dis, on a quand même quasiment 8 carrières qui sont exclusives à Stan's Origin. C'est aussi un des persos qui sera pré-créé. Laborer, qui est aussi un prêtre de Ranald, en illustration. Donc, encore classe exclusive, un garde-marin Bloodthorn. Marchand. On a quoi? Donc, le noble, qui fait un peu la carrière générique. Le prêtre, j'aime bien, ça fait un peu plus old school, en fait, de prêtre de Sigmar, c'est pas mal. Chasseur de rats, parce qu'on va pas l'oublier, hein, quand même, avec le petit chien vicieux. Le patrouilleur des routes. Et donc, comme je disais, un érudit aussi, qui est un peu la compétence maintenant, enfin la carrière un peu globale maintenant des érudits. Shadow Warrior, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, on balance une espèce de guerrier assassin des elfes, des hauts elfes, hein, tireur d'élite si vous voulez jouer quelqu'un qui tire à l'arc. Slayer, on va pas changer une équipe qui gagne, hein, donc le tueur est toujours là. Soldat, donc ça vous connaissez. Je pense que ça c'est l'illustration de ce qui sont sur la couverture. Donc je pense que ça sera les pré-tirés pour la boîte d'initiation, s'il y a une boîte d'initiation. Un voleur, donc qui regroupe toutes les classes de voleurs. Et enfin, donc le garde de la ville. Et le Waywatcher, qui est plus ou moins une classe privilégiée des elfes. En fait, c'est des patrouilleurs elfes des bois. À ne pas confondre avec le Whitewood Ranger, qui lui, je crois, reste dans Atel Loren, si je dis pas de bêtises. Alors que l'autre, il en sort. Donc voilà pour les carrières, on en a une trentaine. Maintenant, on arrive aux contacts. Donc les contacts, c'est comme je disais, 2 personnes que vous choisissez dans le pool qui vous est autorisé par votre carrière pour forger un peu des gens qui peuvent vous filer des conseils ou essayer, à l'inverse, devenir antagoniste. Enfin, c'est vous qui voyez un petit peu. C'est pas mal, on vous donne en fait des éléments pour tirer au hasard des archétypes, donc d'arcaniste, de seigneur, de garde de savoir, conspirateur. Il y a à boire et à manger en fait, et à chaque fois on vous dit, il y a une page sur les nobles plutôt, enfin les décideurs, une page plutôt sur des guerriers qui peuvent vous filer un coup de main, et des gens, voilà, common folks, donc les gens du tiers état, les maraudeurs, vagabonds. Donc il y en a un paquet, hein, c'est plutôt cool, et à chaque fois on vous donne une petite relation pour vous dire bah voilà, comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qu'il va faire pour vous. Et enfin, donc, dernières étapes de la création de perso, vous augmentez une compétence de votre choix ou deux compétences un peu moins élevées. Vous choisissez un autre talent sur votre table d'origine et après, éventuellement, vous avez un asset gratuit. Donc, c'est un espèce d'objet qui est marrant que vous pouvez donner donc, selon votre niveau de statut. Avec, vous pouvez avoir un chariot, vous pouvez avoir votre propre caravane, votre bibliothèque personnelle, un théâtre, j'en passe les meilleurs. Ça, c'est marrant. Mais ça peut être aussi un tout petit truc, hein, ça peut être un bijou de famille, que sais-je. Et c'est à peu près tout, donc le reste c'est pour donner de la coloration évidemment au personnage. Et le Grim Portent, donc le funeste présage, c'est pas la façon dont vous allez mourir, mais c'est la façon dont vous êtes rencontrés. C'est-à-dire qu'on part du principe que les joueurs se connaissent, ils ont tous survécu à quelque chose, donc par exemple des hommes bêtes, un méchant baron, un fanatique sigmarite, et un jour ou l'autre, cet antagoniste va revenir. Et ça, c'est l'idée principale, c'est qu'ils restent ensemble parce qu'ils savent qu'un jour, ça va leur retomber sur la tête. Donc c'est un peu c'est une sorte de destin en fait entrecroisé qui permet déjà d'unir les joueurs et potentiellement de sortir du chapeau plus tard un adversaire. Donc, j'ai beaucoup de pages pour pas dire grand chose en fait, hein, personnellement parce qu'il n'y a pas de règles en soi. Hein, c'est pas... Et donc comme je disais l'expérience, vous pouvez acheter des lores, vous pouvez monter enfin vous pouvez acheter un talent ou des caractéristiques par l'XP. Par contre, les talents, enfin les lores et les compétences, c'est hors jeu en fait. C'est durant le downtime. Donc le downtime, c'est quand vous êtes entre différentes missions. Ils insistent beaucoup plus maintenant sur les endeavors et les temps de pause parce que justement, c'est très important pour monter vos compétences. Donc on vous dit, en gros, vous partez du principe que vous aurez un temps de pause toutes les 2 ou 3 séances. C'est pas parce que sinon c'est compliqué quoi à jouer. Et quand on dit un downtime, c'est vraiment on s'arrête de faire de l'aventure, on va faire autre chose. C'est pas se reposer 2-3 jours dans un spa quoi.
Euh, donc voilà, on arrive donc aux abilities, je vais passer parce que c'est très très long, mais vous allez comprendre plus ou moins ce que ça veut dire. On fait description des caractéristiques. À chaque fois, les caractéristiques ont deux compétences attribuées. Mêlée pour taper, defense pour se défendre. Avec balistique, on tire ou on jette des couteaux. Force, donc brawn and toil. Donc, brawn, c'est un effort de force, haltérophilie très rapide, donc soulever un rocher par exemple. Le toil, c'est long. Par exemple, c'est creuser bah, c'est creuser une tranchée, donc c'est la force sur la longueur. Et vous voyez qu'à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne les complications. Alors, grosso modo, si vous foirez, qu'est-ce qui se passe si vous foirez votre jet ou si vous le réussissez, mais il y a des complications. Donc par exemple, bah là, tu soulèves un truc, tu soulèves, je sais pas, un rocher, tu fais tomber. Enfin, tu fais tomber un objet que tu portais, tu es staggered. Donc staggered, on va y revenir, c'est une condition étourdie qui est très importante dans ce système-là. Ou alors, tu provoques des... En fait, tu casses quelque chose sans faire exprès. Et à l'inverse, donc les extra effects, c'est quand vous réussissez super bien votre jet, vous pouvez les dés supplémentaires peuvent être utilisés pour, par exemple, bah là, quelqu'un vous avez fait tomber, non seulement vous avez fait tomber quelqu'un au sol, mais en plus elle est stagger, donc elle est dans les vapes. Voilà, tout est un peu fait comme ça. L'endurance, donc il y a la survie, ça va sans le dire comme compétence, et l'endurance pure, où là c'est vraiment la résistance à la douleur. Initiative, donc awareness, perception, et la dextérité, donc, qui est rattachée, la coordination œil-main qui est rattachée à l'initiative. L'agilité, donc là c'est vraiment la course, et la furtivité, la raison, donc la willpower, donc c'est pour les sorts, et les sorts les sorts de magicien et les sorts de prêtre. Maintenant, les miracles sont sous willpower, c'est plus sous sociabilité. Et recall. Alors, recall, c'est rigolo, c'est nouveau, en fait, c'est pour se rappeler d'éléments importants. Donc, c'est grosso modo, à chaque fois que vous recherchez une information que vous avez oubliée, ou quand vous tapez dans le lore, c'est-à-dire que vous avez des lore, par exemple, vous avez un savoir sur, je sais pas moi, le chaos, et pour retrouver une information très spécifique, ou par exemple, parce que les savoirs peuvent vous donner des savoirs obscurs, en fait, des connaissances obscures, bah vous tapez dans Recall pour faire un jet. Et même si vous ratez votre jet, c'est la force du savoir. Si jamais vous ratez votre jet de savoir, vous n'avez pas l'information, mais vous savez où vous pouvez la trouver. Donc dans une bibliothèque, auprès d'un vieux mage fou, j'en sais rien. Ça, c'est vraiment un bon système, une bonne idée. Donc Fellowship avec le commandement et le charme, qui sont un peu les deux facettes du... Donc il n'y a plus d'intimidation, tout ça, c'est vraiment maintenant un peu au fil de l'eau. Et les talents, bon, je vais pas aller trop dessus. Donc c'est comme je disais des choses qui vont changer les règles. Par exemple, ouais, mieux porter une armure, avoir des bonus quand vous battez avec quelqu'un. Et à chaque fois, il y a des coups en expérience. Donc les coups sont nominatifs par rapport à chaque talent. Et il y a des fois, il y a des prérequis qui peuvent être assez importants. Par exemple, pour la bénédiction de la dame. Donc en gros, c'est des pouvoirs divins quand on est bretonien. Il faut être bretonien, ça coûte 3 d'XP. Il faut avoir connaissance de la haute société et il faut avoir le talent Honorbound qu'on ne peut avoir qu'à la création. Donc voilà, on n'est pas au niveau des feats de Donjons et Dragons 3ème édition, mais il faut regarder un petit peu, quoi, un peu ce qui se fait. Sachant que théoriquement, il n'y a quasiment aucun talent qui peut être pris plusieurs fois, à l'exception de la magie et de la foi. On va en reparler, mais en gros, ça vous permet de débloquer des niveaux de sort et d'autres choses. Je vais passer parce que c'est vraiment très très long et je vois que ça fait déjà 30 minutes que j'y suis. Ensuite, donc les lores, comme je disais, le savoir, donc il y en a plein. Il vous donne plusieurs choses. Un, il vous donne accès, comme je disais, à des informations obscures. Vous faites un jet de recall, donc de mémoire, et si vous retrouvez l'information, donc c'est vraiment des trucs complètement obscurs. Des compétences de spécialiste. Quand vous faites un jet qui peut être lié à cette compétence, donc c'est avec la négoce évidemment du MJ, vous avez un dé supplémentaire. Et en plus, il y a des jets, il y a des compétences. Enfin, il y a des jets de compétences, donc ça va être des compétences de base, hein, évidemment, ça va être tir, ça va être charme, etc. Mais vous êtes les seuls à pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez une connaissance du crochetage, vous pouvez crocheter les portes, alors que quelqu'un qui n'a pas crochetage ne pourra pas faire le jet. Point. Donc évidemment, de temps en temps, il vous demande d'avoir des objets spéciaux. Pour le crochetage, il faut des outils de crochetage. Mais vous comprenez, c'est qu'il y a vraiment des éléments où, si vous n'avez pas l'or, vous ne pouvez pas faire le jet. Bon, il y a d'autres solutions, hein, mais c'est vraiment pour différencier les gens qui ont la connaissance des autres. Et évidemment, donc vous pouvez un peu gruger, chercher un peu ce que vous voulez, pour trouver d'autres utilisations au savoir. Mais c'est essentiellement ça. Ensuite, on passe la liste. Donc il y a les savoirs académiques, la comptabilité, l'anatomie, l'histoire, le judiciaire, la littérature, la zoologie, la culturelle, donc lié à une ville, lié au crime, un culte spécifique, les nains, l'empire, les hauts elfes, la haute société,
la Brétonnie, militaire, savoir sur les provinces, savoir sur les elfes, des ennemis lore, donc là c'est pour savoir, c'est pour se spécialiser et se battre, donc c'est un peu le ennemi juré de donjon, selon les types de créatures, les morts-vivants, j'en passe et des meilleurs. Et les savoirs d'environnement, donc pour savoir dans la montagne, dans les bois, comment se débrouiller. Les savoirs magiques, donc ça c'est différent, c'est lié en fait aux écoles de magie. Donc tout ce qui est lié, les trades, donc c'est l'artisanat, grosso modo. Ensuite on arrive au statut. Donc le statut, comme j'ai expliqué, vous n'avez plus que 3. Il n'y a plus de chiffres rattachés, mais essentiellement ça marche de la même manière qu'avant. Donc l'équipement, la grosse différence, c'est qu'effectivement maintenant vous allez voir, si j'y arrive, les armes et compagnie, voilà, quand vous achetez quelque chose, le coût est juste lié à un statut. C'est-à-dire que ça, chaque objet que vous achetez, c'est un. En gros, c'est une pièce d'argent, une pièce de cuivre, une pièce d'or. Point. Donc en gros, une pièce sur votre feuille, c'est un achat. Qui est un système qui, moi, me déplaît pas. Après, chacun y verra, ça dépend de son envie de micro-gérer tout. Le reste, vous connaissez. Donc les dégâts, en général, c'est sous force. Donc c'est force -1, force +1, force +3 et compagnie. Ça n'a pas trop changé, hein, ça reste. Et bien évidemment, les armes ont des traits. C'est pas mal, c'est que les armes ont pu. Avant, les armes avaient des talents, je crois, enfin des propriétés. Et maintenant, on s'embête plus, on dit juste, bah, ton arme, elle fait ça. Donc elle a un effet spécial. Et l'effet est directement noté à côté de l'arme. Donc par exemple, bah, avoir un marteau de guerre, c'est super si le gauge est dans les pommes, bah, il va prendre encore plus cher. Par contre, le manier, vu qu'il est très lourd, ça vous file moins un dé en mêlée. Donc, et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc les arbalètes, les armes à feu, etc. On voit qu'au niveau système, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. On joue dans le passé, mais il y a toujours des armes à feu, des arquebuses, des répétiteurs et compagnie. Armes de lancer. Les vêtements. Alors les vêtements, ça a un peu changé. Donc comme je disais, c'est maintenant, vous achetez une armure. L'armure est légère, l'armure est lourde. Elle vous donne un bonus à votre résilience, donc pour résister en fait, pour augmenter votre résistance aux dégâts. Et ça c'est important, on va en reparler. Et l'idée en fait c'est que derrière, bah, il y a aussi beaucoup d'objets que vous pouvez acheter, enfin des vêtements typiques, donc des uniformes, je sais pas, un tablier ou que sais-je. Et en fait ces outils-là vous donnent des bonus pour faire vos jets. Par exemple, si vous êtes habillé comme un paysan, vous pouvez passer plus facilement comme étant, enfin, vous pouvez être discret et vous faufiler devant des gardes parce qu'ils croient que vous êtes un paysan, ainsi de suite. L'uniforme, ça vous donne, quand vous donnez des ordres aux gens, ça vous donne des bonus, et ainsi de suite. Donc c'est rigolo, ça, ils ont un peu rajouté le délire. Les kits, il y en a plein, c'est tous les outils, ça va être un kit de jeu, un kit de chasse, apathie, j'en passe et des meilleurs. Le trade tools, donc c'est vraiment pour faire de l'artisanat. Ensuite, bon, voilà, on va passer combien coûte un machin, un truc, une escorte, patati patata. Vous connaissez un peu le bin, c'est pas très intéressant. Les assets, donc là on revient sur une description. Non, en fait, on a que dalle, je dis n'importe quoi. Donc, les assets. Voilà ça. Donc là maintenant on a toute la liste. Oups, je dis n'importe quoi, encore une fois, désolé. C'est bien les assets en fait. Donc on a la liste complète des assets avec des animaux, des machins, des bâtiments. Parce que ouais, je reconnais en fait, c'est les mêmes bâtiments qu'on avait dans le. Et à chaque fois, on vous dit aussi qu'est-ce qui se passe si vous les augmentez de. Parce qu'en fait, la majorité sont brasses, mais vous pouvez les passer en silver ou gold. Et là, ça change la qualité de ce que vous pouvez faire là-dedans. Donc il y a plein de trucs. Hein, il y a la liste totale. Enfin, les règles, on y arrive. Ça y est, on n'est jamais qu'à la moitié. Donc, vous avez compris le système. Vous lancez des dés en dessous de votre compétence. Vous lancez autant de dés que vous avez dans les caractéristiques. Et le but, c'est de faire égal en dessous de votre compétence. Des modificateurs, donc très facile. Est-ce que c'est très facile, vous avez +1. Est-ce que c'est difficile, vous avez -1. Et tous les bonus et les malus qui peuvent vous être donnés. Sachant que potentiellement, vous avez un de vos potes qui peut vous filer un coup de main aussi. Donc ça, c'est le vieux système. Jette quelqu'un, il a des bonus. La liste des compétences, on en avait parlé. Et voilà, on arrive aux grosses différences. Les jets périlleux et les jets glorieux. Les jets... non, je dis n'importe quoi, c'est funeste, je crois, Grim. En gros, selon les règles, si vous avez des talents spécifiques, ou selon la situation, vous avez 2 types de dés qui sont différents. Les jets Grim, donc funestes, font que vous le lancez, on vous dit attention, ce jet Grim, ça veut dire que vous devez relancer tous les succès. C'est dans des situations, et ça doit rester rare, et c'est
à la discrétion du MJ, c'est dans les situations où vraiment la situation est catastrophique pour vous. C'est-à-dire que vous êtes entouré par 10 mecs, vous êtes tout seul. Le test est probablement green. Donc ça veut dire que vous faites le jet, il réussit, et ben vous le relancez une deuxième fois pour être sûr qu'il réussit. Parce que, donc vous avez, en gros, vous avez 2 chances de perdre, et en plus, tous les succès que vous avez faits, bah, ils passent à la trappe. En fait, pardon, vous lancez pas le jet, vous relancez tous vos succès. Donc vous avez une deuxième chance de foirer, quoi. Et à l'inverse, les jets glorieux, c'est quand tout est en votre faveur, ou alors que vous avez une règle spéciale qui s'applique. Il y a certains moments en fait où les gens peuvent avoir des jets glorieux. Vous relancez tous les échecs. Donc ça veut dire que potentiellement vous allez avoir un jet de malade mental. Ce sont des jets qui doivent rester extrêmement rares, mais qui permettent de simuler assez bien les situations qui sont à votre avantage ou à votre désavantage. Encore une fois, il faut que ça reste assez rare, parce que sinon ça n'a plus de sens s'il y en a toutes les 3 minutes. Et là, vous voyez donc là, vraiment la table des succès. On vous dit, vous avez 0 succès, c'est foiré. Même si vous avez un succès, vous avez une complication. Donc vous avez une sorte de pénalité sur votre jet. Au-dessus, c'est vraiment qu'à 2 succès où là, vous êtes bien. Et à 3, vous commencez à avoir des petits trucs bonus sympatoches. Bon, je vais pas revenir, mais on vous donne des petites règles pour la complication, pour les succès. Il y a des tests opposés, hein, toujours, ça ne change pas. Les exacting tests, donc c'est des tests sur la durée. Il faut que vous atteigniez un certain nombre de succès pour réussir. Et vous avez une sorte de clock, une horloge comme dans Blade in the Dark pour atteindre quelque chose, que si vous n'y arrivez pas, vous avez des pénalités. Vous faites repérer par les gardes. Enfin, bref, petite table au cas où, hein, si vous voulez faire des lancers de dés. Le destin. Donc le destin a 2 systèmes. Vous pouvez, donc le destin, si vous avez 3 points de destin, vous pouvez les utiliser. Donc les utiliser, c'est ils reviennent à la fin de la session. C'est-à-dire que vous avez 3 points de destin. Si vous utilisez 3 points de destin à la fin de la session, vous n'en avez plus, mais quand vous jouerez la prochaine fois, ils reviendront. Vous pouvez les brûler. Et les brûler, ça veut dire que vous passez de 3 points de destin à 2 points de destin. Et ensuite de 2 points de destin à 1 point de destin. Donc, quand vous les brûlez, ils sont définitivement perdus. Quand vous utilisez un point de destin, vous pouvez transformer un jet en jet glorieux, faire une deuxième action durant un round de combat, ou permettre à vos camarades de fuir un combat, sans qu'il y ait aucune attaque, aucune pénalité. Si vous brûlez du destin, vous réussissez automatiquement sur un jet, vous annulez immédiatement une blessure que vous venez de subir, ou vous sacrifiez. Donc c'est un peu le last stand qu'on a souvent dans les systèmes héroïques. Évidemment, le last stand n'arrivera sûrement que quand vous aurez plus de points de destin, sinon ça n'a pas trop de sens. Donc c'est assez simple à comprendre, hein, et c'est pas bête en fait de juste prendre les points de destin et dire bah vous en avez qui reviennent, il y a des petits effets, et vous en avez des gros qui là vous crament vraiment la tronche. Le combat ne change pas trop, il y a 2 trucs vraiment différents. Il y a les zones, donc ça c'est un peu concept, je crois que c'est comme dans Dune. En gros, vous avez des zones arbitraires que vous définissez en tant que MJ, donc ça peut être si vous vous battez dans un manoir, chaque zone c'est une pièce, si vous battez à l'extérieur, je sais pas, ça va être la colline, ça va être la rivière et compagnie. Et une fois que vous avez défini ces zones-là, toutes les conditions de mouvement et compagnie sont définies selon ces zones. Donc c'est-à-dire que si vous êtes 3 dans une zone, techniquement, vous êtes 3 au corps à corps. S'il y en a un dans une zone, un dans l'autre, ça veut dire qu'ils peuvent se tirer dessus à coups de flèche, voilà, sans qu'il y ait de pénalité. Vous comprenez le beans. Ça, ils appellent ça des zones. Donc et ils vous définissent les distances selon les zones où vous êtes. Ensuite, on a donc, vous pouvez mettre des éléments sur le champ de bataille, donc il y a plu, donc il y a de la boue, c'est difficile de monter, il y a des volcans, j'en sais rien. Il y a des pièges à ours, on ne sait jamais. Les actions, c'est assez classique, hein, vous avancez, vous changez de zone, vous sortez votre arme, vous l'achetez, je sais pas quoi, vous tirez une flèche, donc c'est des actions gratuites, hein. Vous tirez une flèche, vous relevez, vous hurlez à vos copains, vous récupérez un objet. Et ensuite, les vraies actions de combat qui vous coûtent votre action, ça va être visé, donc pour avoir un dé bonus pour tirer, attaquer, forcément, aider quelqu'un, improviser, donc vous utilisez une compétence pour faire quelque chose, et ensuite il y a les manœuvres. Donc les manœuvres, ça regroupe un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avant, courir, charger, se déplacer furtivement, ou faire attention si le terrain est accidenté, faire attention en avançant. La recovery, donc ça c'est nouveau, on peut récupérer en fait de blessures ou de conditions pendant un round. En fait, on utilise notre action pour faire ça. Donc ça va, c'est pas mal aussi pour les magiciens, ça leur permet de retirer des miscasts. C'est-à-dire que s'ils ont des dés pourris, ils peuvent les retirer. Donc les jets d'attaque, c'est assez classique, hein, c'est vous lancez, il faut que vous dépassiez le jet de défense du mec en face.
Si vous y arrivez, vous pouvez ensuite envoyer les dégâts, quoi, simplement. C'est pas très très différent d'avant, en fait, simplement. Par contre, voilà, la grosse différence qu'on va avoir par contre, c'est qu'il est possible de faire reculer les gens. Et ça fait partie. Et il y a des règles de retraite. Et ça fait partie en fait d'un nouvel effet qui est le staggered. Donc le staggered, on va en parler. En gros, l'idée c'est que si jamais je vous file une baffe, je vous touche, je vous fais des dégâts, mais que ces dégâts sont inférieurs à votre endurance, votre armure, en grosso modo. Donc je sais pas, vous avez 5 d'armure cumulées avec votre endurance et votre armure, vous êtes staggered. C'est-à-dire que vous prenez des dégâts, mais en plus vous avez une condition où vous êtes étourdi. Donc ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais si jamais vous reprenez un état staggered, ça peut se transformer en blessure. Et c'est là où évidemment les blessures, c'est beaucoup plus important. Ça peut être vous pissez le sang ou machin. Par contre, dans ce jeu, il y a un truc différent, c'est qu'on peut passer son round à perdre la condition staggered ou guérir des blessures mineures, hein. Mais donc ça, c'est vraiment important de voir ça par rapport au vieux système où c'était beaucoup plus compliqué, ça prend du temps. Donc il y a ce côté, on peut beaucoup plus rapidement repartir en salle. Les conditions, elles changent pas, donc je suis en feu, je suis aveuglé, compagnie. La seule différence, c'est que maintenant, vous pouvez plus avoir qu'une seule condition en même temps, ce qui simplifie un peu le truc. Et j'ai pas l'impression qu'elle s'accumule, enfin, il n'y a pas 3 à 4 conditions à suivre, il me semble. Donc c'est beaucoup plus simple, en fait, quelque part. Encore une fois, c'est vraiment dans l'objectif de simplifier le jeu. Bon, les véhicules, je vais passer. Donc les véhicules, hop, hop, hop. Bon, l'expiration, suivre des pistes, c'est pas trop non plus. Donc on vous donne des règles supplémentaires si jamais vous voulez faire des conflits sociaux. Et entre les aventures, donc c'est là où ça devient important. Vous avez normalement, donc toutes les 2-3 séances, vous avez un temps de pause. Normalement, vous avez au moins 2 endeavors que vous pouvez faire durant votre temps de pause. Il y a des endeavors qui sont extrêmement importantes, monter ses compétences, notamment, qui en gros vous demandent qui prend du temps, quoi, simplement. Donc ça demande pas de, comment dire, il n'y a pas d'échec, en fait, c'est vraiment, c'est automatique. Donc en gros, vous gommez et vous récupérez, tac tac tac, si je dis pas de bêtises. Donc c'est automatique, hein, c'est juste, si vous avez 4 échecs, votre compétence est à 3. Si vous faites l'endeavor, tac, vous gommez toutes les petites coches et votre compétence passe à 4. Donc c'est assez simple. Vous pourrez récupérer de l'argent aussi. Et après, le reste, ça va être aider des Il y a plein d'endeavors, hein. C'est aider des contacts, mettre son argent à la banque, changer de carrière. C'est un peu plus compliqué qu'avant, et surtout vu que les carrières sont plus monolithiques, ça faut un peu y réfléchir. Formaliser un sort, donc ça c'est important, on va en reparler. Récupérer des informations, aider un allié, investir son argent, faire profil bas, mémoriser un sort. Donc ça c'est quand on a un grimoire. Faire des différents travaux, récupérer du destin. Alors si jamais techniquement vous avez perdu du destin par rapport à votre destin initial, vous pouvez récupérer du destin avec une compétence. Ça me semble un peu hardcore, mais pourquoi pas. En tout cas, il faut faire un jet étendu qui peut foirer, donc il y a aussi cette pénalité, ça. Récupérer des blessures, ainsi de suite. Enfin, il y a pas mal de petites choses sympatoches. C'est très différent des endeavors qu'il y a dans le livre de base, de la V4. Ensuite, la religion. Donc les dieux, ça change pas. Il y a 3 systèmes. Comme je disais, il y a un talent qui s'appelle foi, qu'on peut prendre 3 fois. Au premier niveau, c'est la faveur. La faveur, c'est des petits bonus passifs que vous avez par rapport au domaine de votre dieu. Ensuite, si vous prenez deuxième fois, vous avez les prières. Les prières, c'est des sorts standards de prêtres, grosso modo. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Et le troisième jet, c'est le miracle. Alors le miracle, c'est carrément conceptuel, et c'est peut-être le moment où le vieux monde change vraiment par rapport au système Warhammer V4. C'est qu'on est quasiment sur de la négoce, on est quasiment sur du fate. À savoir qu'en fait, c'est une négociation entre vous et le MJ. En gros, vous vous dites, à un moment, vous faites un jet de prière et vous dites, je voudrais faire un miracle parce que j'estime que la situation est importante, que ça peut venir en aide et patati et patachmal. Donc en gros, si vous êtes en train de vous battre et que vous êtes quasiment mort, vous êtes prêtre d'Ulric, vous pouvez dire, j'aurais invoqué un miracle d'Ulric pour, je sais pas, invoquer une horde de loups venir m'aider. Ça, c'est une négociation. On va voir ça tout de suite. Il n'y a plus de colère des dieux, j'ai l'impression. Bon, c'est un choix. Donc par exemple, Ulric, sa faveur, c'est vous avez jamais froid. Et, enfin, en tout cas, vous n'avez pas de pénalité due au froid, et les loups ne vont pas vous agresser. Et quand vous prenez une blessure en combat,
la prochaine attaque de mêlée que vous faites devient glorieuse. Voilà. Les prières, il n'y en a pas trop, il y en a que 3 hein, par exemple, donc c'est faire du froid, transformer sa hache en blitzbly, ou à invoquer des loups. Et les miracles, on vous dit juste potentiellement ce que Ulrich peut faire pour vous aider, mais c'est, encore une fois, c'est à la discrétion du MJ, et évidemment, il y a des préceptes. Donc on a ça pour tous les prêtres, hein, enfin pour tous les dieux, vous les connaissez, hein, il y a Ria, il y a Tal. Moi, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la faveur. Je trouve que c'est vraiment cool de mettre, plutôt faire des bénédictions un peu génériques, donner un passif à tout le monde qui est lié instinctivement à votre dieu et son domaine. Personnellement, je trouve ça plutôt cool, voire très très bien. Donc on a toute la smala. Ensuite, bon, on a une description assez brève des dieux de la Dame du Lac, et je trouve que pour tout le patafouin qu'ils nous font sur les Brétoniens, ils auraient peut-être pu en mettre un peu plus sur la Dame du Lac, qu'elle ait sa propre page, je sais pas, enfin, bref. Donc les nains, les halflins, vous connaissez. Ensuite, on arrive à la magie. Et la magie, comme je le disais, donc on est sur toujours pareil la manipulation des vents de magie, mais non structurée en collège de magie. Ce qui veut dire que, à l'exception de la normalisation par la Hexenguild, vous avez des savoirs de magie qui sont utilisés comme dans qui vont regrouper la nécromancie, la magie de bataille et compagnie. Lancer un sort, ça marche de la façon suivante. Vous devez atteindre une casting value. Donc, votre sort, il a un certain niveau à atteindre. Et tous les sorts, tous les rounds, vous pouvez charger. Vous chargez, jusqu'à atteindre. Quand vous arrivez au dernier jet, donc le dernier jet où vous savez que vous allez dépasser ou atteindre la casting value, ce dernier jet-là définit la force de votre sort. En gros, si imaginons votre casting value, c'est 4, votre premier jet, premier round, vous accumulez 3, et deuxième jet, vous accumulez 3 aussi. D'accord? Il était de 4, ce qui veut dire que vous avez fait les 3 niveaux supplémentaires, en fait les 3 succès supplémentaires qui sont au-delà de la casting value, c'est la puissance du sort. Donc c'est en gros à quel point le sort peut être puissant. Ce qui évidemment peut être un peu dangereux aussi si le sort est trop puissant. Il y a toujours les miscasts. Donc les miscasts, c'est quand vous faites un 9 sur le dé. Que ça provoque. Évidemment, puisqu'on est passé de D100 au D10. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais vous faites 9, les dés vont être immédiatement ajoutés à votre pool de dés de miscast. Et si jamais en fait le nombre de dés que vous avez est supérieur à votre niveau dans le talent magicien, donc c'est le talent qu'il faut racheter plusieurs fois, vous faites un miscast, et ça vous explose à la tête. Il faut faire attention, après ça se décharge. Mais c'est là où un peu le danger de faire le kéké, en fait. C'est-à-dire que essayer d'être un jeune magicien et d'en envoyer à fond les ballons, ça peut vous causer des problèmes. Donc on a toujours la table. Vous noterez qu'il n'y a plus qu'une seule table de miscast, hein. Il n'y en a plus deux, il n'y en a plus qu'une seule, qui est globale. Alors, il y a deux types de sorts, c'est exactement comme la magie des miracles. Il y a les sorts formels et les sorts instinctifs. Les sorts formels, c'est des sorts dans des grimoires et compagnie. On aura la liste plus tard. Et les sorts improvisés, on vous donne une liste, en gros, en disant, voilà, on peut être magicien jusqu'au niveau 4. Qu'est-ce que je peux faire? Des exemples selon l'école de magie. Donc c'est assez succinct, mais c'est à vous, avec le MJ, de créer les sorts. Et si jamais vous aimez bien le sort que vous avez créé, vous pouvez le formaliser, donc c'est une endeavor, et le transformer en sort un peu carré. Donc c'est pas mal, je trouve que c'était pas bête. Donc il y a des règles génériques, et après il y a les règles suivant les lords de magie. Donc on a la magie de bataille, qui fait des sorts de bataille. On vous donne, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'à chaque fois, pour chacun des lords, on vous donne une page entière pour comment fabriquer, comment contrôler un sort... un sort improvisé et créer votre propre sort. On notera que les prêtres n'ont pas le même succès, quelque part, puisque eux, c'est plus, démerdez-vous et ça tient en un paragraphe. Donc on a la magie élémentaire. Hop. À chaque fois, vous avez une petite dizaine de sorts. Donc l'élémentalisme, l'illusion. Avec donc comment l'improviser. Et la nécromancie, qui je crois est la dernière. Hop. Et on a fait le tour de la magie. Et je crois qu'on a fait quasiment le tour du bouquin, puisqu'on arrive sur le dernier chapitre, consacré au Vieux Monde, qui a une description assez succincte en fait de ce qui se passe dans l'Empire. C'est pas
Ça m'a pas transcendé, j'ai pas appris grand chose au final. Voilà, c'est toujours un peu pareil, c'est bah, il y a l'Empire, patati patata. Certes, il est divisé, ce qui est un peu la grosse différence avec les prétendants au trône. Parce qu'à ce moment-là, donc c'est. Il y a quatre prétendants. Si je parle du temps de trois empereurs, mais en fait c'est un peu. Je crois que c'est ça, parce que là, en fait, il rajoute un prétendant artificiellement, qui est le duc Ludwig de Talabecland, qui en gros va être plus ou moins lié au PJ, qui peut leur donner des missions, par des intermédiaires évidemment. À chaque fois, vous avez des petits commentaires donc d'ambassadeurs, de personnes importantes. Et surtout, on a vraiment une description du duché de Talabac et de tout ce qu'il y a autour, avec les différentes régions en fait, qui sont plus ou moins dépendantes ou ralliées à d'autres prétendants au trône. Donc on s'est beaucoup plus séparé évidemment et fragmenté que ça l'était. Et surtout, on parle du Talabecland donc, et de Talagad, qui va être la ville dans laquelle vous avez œuvré. Où là, c'est pas bête, en fait, la description est dans le bouquin de base, plutôt que dans une bonne initiation. Alors peut-être qu'il y aura une bonne initiation dans le futur, j'en sais rien. Où Talagad, c'est vraiment le côté un peu pourrac de Talabain, quoi, parce c'est hors des murs, c'est un port extrêmement vif, il y a beaucoup de criminalité évidemment. Donc vous avez une description des marchés, des différents endroits que vous pouvez rencontrer, avec la présence aussi assez forte des Kislevites qui eux sont vraiment au summum de leur gloire à ce moment-là, et une succincte description de ce que vous pouvez trouver au-delà de l'Empire. Le livre vient avec deux cartes, donc une carte du Talabecland et une carte de l'Empire fragmenté, qui sont assez chouettes, hein, qui est sympa, qui donne vraiment toute l'échelle et l'envergure de ce monde. Et bon, le chaos, vous les connaissez, chaos, les vampires, les orques. Et on a fait le tour du livre, je crois bien, avec la table. Ah là, c'est un peu dommage, bon, pourquoi pas, après. En fait, la table des blessures est complètement à la fin du bouquin. Ça va de 1 à 27, donc plus vous prenez de blessures, en fait, à chaque fois que vous prenez une blessure supplémentaire, la première c'est 1 sur un des 10, donc ça peut pas vous tuer. Au pire, ça vous brise une côte. Mais à chaque fois que vous prenez une blessure supplémentaire, vous lancez un des 10 supplémentaires. Donc le problème, c'est qu'effectivement, dès que vous commencez à arriver au-delà de 20, vous êtes vraiment dans la merde. C'est là où vous faites décapiter, c'est là où vous perdez des bras, et 27, c'est la décapitation, donc on rigole même plus. Il manque pas mal de choses qui seront utilisées dans le Game Master Guide, notamment les monstres. Mais pour ce qui est du guide du joueur, ce qui est pour des règles, hop là, pour les règles pures, je pense que j'ai fait le tour. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Moi, j'ai ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je vais quand même vous la donner parce que j'ai acheté le bouquin, donc j'ai le droit d'avoir un peu mon avis. Je pense que effectivement, c'est une commande. C'est une commande qui soit a été faite par Games Workshop, mais de plus en plus, je me demande si c'est vraiment Games Workshop qui fait la commande ou si c'est Kabikel 7 qui a pris l'opportunité. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais quand The Old World a été annoncé, 2 mois avant, Kabikel 7 a réussi à renouveler son contrat avec Games Workshop pour le jeu de rôle sur plusieurs années. Est-ce que c'était une condition? Je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai le sentiment que c'est quand même un travail de commande. C'est un, où j'ai pas le sentiment que le setting lui-même soit extrêmement intéressant. Peut-être qu'il le sera renforcé plus tard par des suppléments. La chose qui est bien, c'est que la personne qui a, enfin, en tout cas au niveau de la gestion de projet, de la ligne éditoriale et des règles, on se moque pas de vous. Vous avez vraiment un système simplifié pour jouer à Warhammer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Il y a plein de choses que j'ai vues là-dedans que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la simplification du système, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait que 14 compétences et que tout le reste soit des savoirs. J'aime beaucoup la gestion de l'argent. Les carrières, je pense que ça peut faire un peu gueuler, peut-être qu'il y aurait moyen de mettre des niveaux, parce que c'est vrai que ça avait un côté assez intéressant et sympa pour les joueurs de monter de niveau, donc ça je sais pas trop comment le jouer. Il n'y a plus de corruption, mais je pense que la corruption peut être facilement réinstaurée avec des dés Grim et Glorious simplement. Donc je sais pas, à chaque fois que vous avez un dé glorieux, parce que vous avez demandé un coup de main au chaos, bah, vous récupérez un dé de Grim qui peut vous tomber dessus n'importe quand. Voilà, c'est pas. Il y a suffisamment de changements, enfin, il y a suffisamment de changements pour que des fois l'adaptation de la V4 vers le Old World et vice-versa soit un peu embêtant, mais c'est pas non plus insurmontable, et rien ne vous empêche de piquer certaines idées qui sont présentes là-dedans pour les appliquer à la V4, ou vice-versa. En tout cas, donc je pense, au final, qu'est-ce que j'en pense? Un bon système. Le jeu, bah, la gamme, j'attends de voir. Très honnêtement, encore une fois, je suis pas vraiment transcendé. D'autant plus que dans le livre du maître, on sait déjà ce qui va y avoir dedans, donc on va y avoir un bestiaire, on va avoir une description et compagnie, mais il y aura pas de scénar par exemple, ce que je trouve complètement naze, parce que c'est un gros reproche que je fais à chaque fois à la gamme.
Et en attendant, bah, à part les Uber Strike Adventure numéro 3 qui commence à dater et qui était essentiellement fait avec des scénarios qui étaient déjà sortis, bah, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà où j'en suis concrètement. De toute façon, j'ai acheté l'autre bouquin, donc on va voir ça ensemble un peu plus tard. Ça arrivera fin juillet. Donc n'hésitez pas, hein, jetez un coup d'œil si vous avez envie de l'acheter. Puis je serais ravi de répondre à vos questions. Encore une fois, je suis pas un roi des règles, hein, comme vous avez vu, des fois il y a des trucs qui me passent un peu au-dessus de la tête. Donc si vous voyez d'autres chaînes ou d'autres éléments plus pertinents, n'hésitez pas à aller les lire, hein, ça sera toujours intéressant. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter un excellent mois de juillet parce que je vais sûrement un peu arrêter la course durant le grand été. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!